Et lui, 6 mois plus tard, il me dit, mais tu te rends même pas compte de... Ça a changé ma vie, en fait. Parce que j'ai plus de notion de vertige. J'ai pu visiter des appartements et trouver quelque chose qui me convenait, même avec un balcon, etc. Parce que je gère. Dans mes vidéos, je te parle souvent des techniques d'optimisation du potentiel. Les tops. Dans cet épisode, je te propose de découvrir ce que c'est en rencontrant une des figures de ce domaine, André Pisani, cofondateur de Optimiser mon potentiel. J'en profite aussi pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à être abonnés à la chaîne, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. On est aussi sur Spotify pour tous ceux qui souhaitent nous écouter en conduisant, en faisant leur sport ou en se baladant. Et si vous êtes sur YouTube, prenez vraiment quelques secondes pour vous abonner et liker la vidéo, ça nous aide vraiment dans les référencements et dans l'algorithme YouTube. Merci. Et pensez aussi à réagir en commentaire, à activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines sorties de vidéos. Allez, maintenant on se retrouve avec André Pisani pour parler des techniques d'optimisation du potentiel. C'est parti. Salut André. Salut Cédric. Merci de nous accorder de ton temps un petit peu pour venir nous parler de toi et puis surtout de l'aventure des tops. Avec plaisir. Tu peux un peu nous dire qui tu es? Qui je suis? Donc André Pisani, je suis gérant d'un organisme de formation sur les techniques d'optimisation du potentiel depuis 5 ans, parce qu'auparavant j'occupais aussi ces fonctions sur la fin de ma carrière, parce que j'ai une carrière de militaire où j'ai été dans l'armée de terre pendant 22 ans, qui m'a appris à découvrir ces techniques dans ce milieu-là, puisque ça a été fait pour les militaires. Et depuis, j'ai passé différents niveaux qui m'a amené au fur et à mesure à m'imprégner de cette méthode-là, et puis maintenant d'expérimenter ça dans le milieu civil. Je connais un petit peu ce qu'est les tops, mais pour ceux qui ne connaissent pas, globalement, c'est quoi les tops? On pourrait décrire ça sous le fait que ce soit une méthode de préparation mentale, en fait, de façon à pouvoir gérer au mieux les situations du quotidien. Celles qu'on peut anticiper, pouvoir se préparer en amont, mais des fois on ne peut pas tout prévoir, donc il faut aussi avoir des outils pour gérer dans l'immédiat ce qui se présente à nous, et ne pas oublier aussi que parfois, quand les choses se sont passées, de venir capitaliser sur ce qu'on a pu faire, mettre en œuvre, réussir, et sinon comprendre pourquoi des fois ça n'a pas fonctionné comme on le souhaitait. Ça vient d'où un peu ces techniques ou cette manière de faire? Donc ça, c'est une méthode qui a été mise en place donc dans les armées au début des années 90, puisque l'armée cherchait à avoir une méthode un petit peu spécifique qui pouvait permettre aux militaires de pouvoir se gérer tout seuls, où qu'ils soient, et à n'importe quel moment. Donc ça a été confié, cette mission, à un médecin militaire, Edith Perrault-Pierre, qui a cherché à voir ce qui se faisait dans le milieu civil, et puis de commencer à imaginer ce qui pourrait correspondre aux spécificités du métier. Et par la suite, cette méthode a continué à évoluer avec les différents acteurs militaires qui sont venus participer à ça. Il y a eu la création d'une cellule nationale au Centre national des sports de la défense, basé sur Fontainebleau en France. Et depuis, les gens qui participent à ça, et moi c'était mes dernières fonctions en fait, en tant que responsable de la cellule, viennent apporter leur vision de la méthodologie en agrémentant avec de nouvelles pratiques, de nouvelles techniques, parce que les missions évoluent, les besoins aussi. Il faut toujours savoir si ce qu'on avait imaginé il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans est d'actualité, et si c'est plus d'actualité, on fait ou du recyclage ou de la nouveauté, ça dépend. Et quand tu dis pour les militaires, c'est uniquement pour les militaires qui sont au combat, qui rentrent du front? Non, c'est ce qui fait que la transposition et après a été facilitée dans le milieu civil, c'est qu'en fait, dans le milieu militaire, il y a vraiment, on va dire, les opérationnels, comme on a toujours l'image du combattant qui est sur la ligne de front, armé, en train de, entre guillemets, faire la guerre ou maintenir la paix. Mais ça concerne vraiment toutes les populations, aussi bien les militaires qui sont plutôt sur de la logistique, sur le côté administratif, qui eux aussi dans leur fonction ont besoin de rester opérationnels, mais c'est pas le même type d'opération. Et ça va dépendre de comment on arrive à gérer ses émotions, à gérer la charge de travail, comment on peut récupérer pour être en pleine possession de ses moyens et de ses capacités, pour se faciliter, on va dire, les tâches professionnelles, mais aussi pour mieux vivre son quotidien tout simplement en tant que personne. Tu évoques c'est aussi pour les civils, mais du coup,
C'est des civils qui sont dans des situations extrêmes de stress ou d'engagement ou d'objectifs ou... Alors on pourrait penser ça et de se dire mais c'est que quand il y a des situations très particulières et qui peuvent arriver peut-être une fois dans l'année ou dans notre vie, mais en fait pas du tout. C'est vraiment des outils qui sont faits pour être utilisés au quotidien parce que du stress tout le monde a envie, il suffit d'être dans des embouteillages ou les transports en commun qui sont en grève ou je ne sais quoi d'autre pour se mettre de suite dans une situation émotionnelle un petit peu inconfortable et parfois on se trouve démuni et on n'a pas forcément les bonnes réactions face à ça. Donc n'importe qui pourrait utiliser les tops dans des situations où il est un peu inconfortable en fait. Oui. Sans problème et je veux dire de mon expérience, je dis souvent ça va de 4 ans, c'est là où on commence vraiment à pouvoir déjà donner des outils à nos enfants dès le plus jeune âge et puis après jusqu'à on va dire au bout de la vie puisqu'on ne cesse de pouvoir progresser, s'améliorer et faire avec les capacités qu'on a qui sont celles de notre âge et de nos capacités physiques ou intellectuelles. Quand on a préparé l'émission, tu me parlais d'un papa qui a suivi ta formation et puis qui le soir même jouait avec son fils qui était un peu en crise et a appliqué une de ces techniques, c'est ça? Ouais, ça c'est assez marrant sur les retours de formation qui des fois on a l'impression qu'il va falloir pratiquer beaucoup, vraiment appréhender les techniques, l'outil et que ça va prendre du temps. Pour certains outils, il faut quelques entraînements, voilà, mais pour d'autres, là en l'occurrence, c'est la personne a suivi la formation sur la journée. Le lendemain, quand on se revoit pour le deuxième jour de formation, il dit bah tiens, moi cas concret, hier soir au coucher, j'ai mon gamin qui était en crise et puis j'ai repensé à ce qu'on avait discuté et donc j'ai commencé à lui faire une méthode, je sais pas si je faisais bien exactement comme il faut, etc. Sauf que ça a marché puisque au final la crise a cessé, ils sont partis en fou rire sur l'activité et la façon de se contracter, de faire des mises en tension musculaire et puis de se relâcher en expirant. Et le gamin, il avait beau avoir 5 ans, voilà, ça a calmé la crise et puis il a pu aller se coucher tranquillement et donc ça fait... C'est des petites expériences très positives qui demandent pas grand-chose. Ouais, du coup, tu dispenses des formations par le biais de ta société Optimiser mon potentiel. Ouais. Et dans ces formations, qu'est-ce qu'on voit comme technique? En quoi finalement ça consiste précisément? C'est top. Alors on va avoir plusieurs volets sur les différentes techniques, autant des techniques qui vont être axées sur la respiration, parce que ça c'est vraiment la chose, on va dire, la plus usuelle, facile et utilisable, parce qu'on est tout le temps avec et on sait tous respirer, mais on sait pas forcément tous bien respirer et savoir pourquoi on doit changer des fois notre respiration. Donc il y a ces apprentissages-là. Après il y a des techniques de relaxation pour apprendre justement tout ce qui est récupération, savoir se détendre des fois pour mieux se contrôler. Et se détendre, ça veut dire aussi parfois être actif. Faut pas voir juste le côté un peu on s'allonge et on fait rien. Non, c'est je peux être dans l'action, mais détendu dans l'action, c'est ce qui va me rendre beaucoup plus efficace. Et il peut y avoir aussi tout le travail qu'on peut faire de préparation, notamment avec de l'imagerie mentale, de la visualisation, pour voir un petit peu le comportement qu'on pourrait avoir, la gestuelle qu'on utiliserait, les capacités que j'aurais besoin d'avoir peut-être dans 3 semaines ou 2 mois pour tel objectif. Et donc ça me permet d'avoir une meilleure connaissance de soi. Et en termes d'objectifs, c'est forcément des gros objectifs ou ça peut être aussi une petite échéance, un petit truc à préparer? Alors si l'objectif peut être important ou par exemple pour les athlètes de haut niveau je vais prendre l'objectif on va dire qui est le Graal en général pour les athlètes, c'est les Jeux Olympiques si leur discipline est inscrite aux Jeux. Mais c'est des objectifs qui se préparent parfois sur 4-8 ans pour se préparer et donc il faut pouvoir garder la motivation. Cet objectif-là paraît énorme parce qu'il peut y avoir plein d'aléas d'ici là. On va découper ça en sous-objectifs pour que on voit au fur et à mesure dans les différentes étapes qui vont nous amener vers potentiellement participer aux Jeux et peut-être ramener une petite médaille ou en tout cas avoir vécu ce moment extraordinaire pour un sportif. À propos de sportif, justement, quand on discutait pour préparer cette émission, tu évoquais ton accompagnement que tu as fait avec des grandes équipes, des sportifs de haut niveau. Ouais. Tu as un peu des souvenirs comme ça que tu pourrais nous citer? Oui, j'ai eu la chance et l'opportunité, notamment quand j'étais militaire, où il y avait des partenariats avec le ministère de la Jeunesse et Sport, de pouvoir encadrer des équipes de France, l'équipe de France de foot féminine, pour la préparation, c'était pour la Coupe du Monde au Canada en 2015, les jeunes, les moins de 21 ans, qui préparaient la Coupe du Monde au Chili, de mémoire, l'équipe de France d'escrime pour les Jeux de Rio en 2016, l'équipe de France de ski féminine aussi pour les Jeux de Pyeongchang
Pyeongchang en 2018. Et tout ça, ça a permis de voir un petit peu et d'avoir des expériences très particulières avec des gens qui ont des capacités hors normes, qui sont vraiment à l'élite de leur sport, et de voir qu'on pouvait quand même encore aller chercher des petites marges de manœuvre pour progresser, pour mieux se connaître, pour être encore plus motivé, ne rien lâcher. Voilà. Donc c'était vraiment des expériences enrichissantes, je pense, pour eux, mais aussi très enrichissantes pour moi. Et quelles étaient leurs réactions en général quand ils découvraient un petit peu ces tops? C'est des dimensions qu'ils connaissaient un peu ou... Qui pouvaient connaître pour certains ou plus, parce qu'on a souvent l'habitude de dire les tops, en fait, il n'y a rien qui a été inventé, c'est des choses que vous pratiquez déjà, que vous faites, mais pour beaucoup, vous les faites de façon inconsciente, parce que votre système a mis en place une organisation pour gérer un petit peu comme il peut, parce qu'on ne lui a pas donné de cadre très précis, de protocole, et là, c'est ce que viennent amener les tops, et donc souvent, les retours, c'était « Ah, mais je fais un petit peu ça ressemble à quelque chose que je fais, sauf que là c'est beaucoup plus, on va dire, borné, tout en laissant beaucoup d'initiative et de créativité à la personne pour que ça soit vraiment après adapté à elle. Mais ça vient voilà, amener un éclaircissement, parce qu'il y a aussi des notions théoriques pour comprendre ce qui se passe et pourquoi quand je respire d'une certaine façon ou que je me parle d'une certaine façon, ça peut déclencher chez moi des ressources qui sont vraiment importantes. Et dans le cadre justement de tes formations, tu as différents types de formations? Comment ça se passe un peu? Oui, il peut y avoir tout. Enfin, il y a des formations qu'on fait vraiment ouvertes à tout le monde et on se retrouve avec des gens venant de tout horizon. Il peut y avoir sur la même formation un psychologue à côté d'un avocat, d'un coach sportif, d'un étudiant. Donc c'est vraiment très variable là-dessus. Et c'est très intéressant parce que les gens en fait partagent leur expérience, leurs problématiques aussi dans des cadres des fois un petit peu particuliers, des cadres métiers ou des contextes familiaux. Et en fait, on voit que on revient toujours un petit peu sur des basiques, on a tous besoin un petit peu des mêmes choses, on a tous les mêmes problématiques en termes de comportement ou d'analyse de situation. Et c'est pour ça que les outils sont quelque part universels, parce que l'humain, qu'il soit pompier, médecin, étudiant ou gérant d'un supermarché, finalement, le corps attend toujours la même chose et le cerveau fonctionne pour tout le monde un petit peu pareil. Et j'ai eu la chance de suivre deux de tes formations de base et de praticien. Et ce que tu nous expliques dans ces formations aussi, c'est que c'est un but didactique et non thérapeutique. C'est-à-dire que si on a des problèmes psychologiques ou des travaux à faire sur soi, c'est pas là le but des tops. Non, nous on est vraiment sur l'axe pédagogique pour dire les outils, on les connaît, on peut les partager, vous les expérimentez aussi dans le cadre de la formation pour vous faire une opinion, voir comment pour vous ça résonne. Il y a certains outils qui vont vous correspondre de suite, d'autres qui vont mettre un petit peu de temps, il va falloir les pratiquer un petit peu plus, et certains que vous n'aimerez pas du tout et qui fonctionneront jamais pour vous. C'est génial parce qu'il y a tellement de palettes, d'outils sur la palette qu'on va pouvoir personnaliser soi-même ce qui nous correspond à un moment donné de notre vie par rapport à des objectifs fixés, et qui fait que ça va nous amener plus de connaissances sur soi, une meilleure gestion des activités, et au fur et à mesure se faire sa propre boîte à outils avec toutes ces techniques pour faire que mon quotidien est beaucoup plus souple. Donc on enlève rien aux situations qu'on rencontre, parce que la plupart, surtout celles qui sont pas très agréables, on les choisit pas, mais on a de meilleures stratégies pour y faire face, et ça nous simplifie du coup énormément la vie. Et tu évoquais justement dans le cadre de ces formations que tu as eues dans le cadre d'un diplôme universitaire, un participant qui était un peu en difficulté sur un exercice que tu avais prévu dans le cadre de cette formation. Tu es d'accord de nous en parler? Oui, parce que je sais qu'il est OK là-dessus. Ça a été vraiment une expérience fantastique pour toute la promotion là, qui faisait son diplôme universitaire. On préparait une activité pour faire de la gestion du stress avec les différents outils qu'on avait vus. Et l'activité en question, c'était dans un mois, il y avait une descente en rappel d'un viaduc, donc à peu près 30 mètres de hauteur, et puis il fallait se mettre en mode descente, rappel, le long d'une corde, mais tout équipé avec le matériel en sécurité, donc on va dire pas plus de soucis que ça, pour les gens habitués comme moi, parce que j'étais acclimaté à ce type d'activité. Mais pour certains d'entre eux, justement, ça a été assez challengeant, et de voir pour certains de se mettre dans la dynamique là et de dire ok, je vois comment il va falloir que je me prépare, quel outil je vais utiliser à certains moments, comment je vais pouvoir réguler mon émotion si jamais je suis un petit peu débordé. Et pour lui en particulier, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il se voyait, mais il se voyait ne pas faire l'activité. Donc ça, c'était sa projection à lui, de se dire moi je suis dans
l'incapacité de faire ça. Donc il est venu m'en parler un petit peu, voilà, vraiment Manière de tourner. sur un coin de parking, juste avant que je rentre dans mon véhicule, de dire ah je peux te parler André, j'ai un truc que je voudrais te dire. C'est que moi l'activité ça va pas être possible en fait. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je pourrais pas faire. Donc là, moi, ma surprise, c'était de me dire, mais t'es dans un diplôme universitaire pour faire de la préparation mentale et puis après coacher des gens qui vont avoir des problématiques de ce type-là. Tu as en plus tous les outils en main. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de réaliser ça? Et puis si je te demande de faire cette activité-là, c'est parce que je sais que physiquement et techniquement, elle est faisable par tout le groupe. Donc non, j'ai vraiment le vertige. Moi, tu me mets à 2-3 mètres de hauteur, ça y est, je suis tétanisé, je ne bouge plus. On est déjà venu me récupérer, les pompiers sont déjà venus me chercher à 3 mètres de hauteur parce que je pouvais plus me décrocher de la paroi. J'étais vraiment en mode off, je ne bouge plus, terminé. Et c'était même des répercussions, évidemment, sur sa vie personnelle. Il me parlait de la recherche d'un appartement et il avait trouvé ce qu'il voulait, la géographie, le lieu, enfin tout allait bien. C'était au 5e étage, avec balcon et une vue magnifique, mais magnifique pour la plupart des gens. À Paname donc. Ouais, sur Paris. Et pour lui, c'était pas magnifique du tout. Et donc, il a pas pu visiter l'appart et il a refusé cette offre-là avant même de vraiment avoir visité. Dès que l'agent immobilier a ouvert la porte, il a dit terminé, non, c'est bon, on le visite pas. Wow. Et donc ça, voilà, c'était assez problématique pour lui parce que sinon il convenait en tout point. Et donc on a travaillé là-dessus. Enfin, j'ai fait quelques suggestions sur le bord du parking de dire écoute, avec tout ce qu'on a déjà travaillé, les outils qu'on a vus, ce dont on a parlé, je pense que tu as les moyens de passer au-delà de ta représentation négative de cette activité. Et de toute façon, c'est rendez-vous dans 1 mois et puis on verra. Et l'objectif, c'est pas que tu te forces. L'objectif, c'est que tu vois jusqu'où tu pourras aller le jour J en utilisant les outils. Et puis, de toute façon, on sera tous là. Donc, si tu as besoin de nous, on pourra t'aider aussi et de voir comment ça se passe. Et donc, 1 mois plus tard, rendez-vous sur le viaduc. Toute la promotion est là, sauf 2, dont lui et son binôme qui était toujours là à l'accompagner, etc. Donc je me dis, bon, c'est mort. Là, ouais, ça paraît mal engagé. Il a mis en place une stratégie, mais pas celle que j'attendais. Ça va être stratégie d'évitement, je viens pas. Et finalement, au bout de 15 minutes, on était en train de donner les consignes un petit peu. Ils sont arrivés tous les deux. Et donc là, je l'ai vu, donc j'avais vraiment... je pense sur mon visage, peut-être pas, mais en tout cas dedans, j'avais un grand sourire. Parce que moi, je projetais déjà ce que je pensais qu'il allait pouvoir réaliser, toucher, et que ça allait être pour lui un facteur déterminant pour plein d'autres choses. Et je me disais aussi que maintenant que tu es là, il n'y a pas moyen que tu fasses autrement que mettre en œuvre tout ce qu'il faut à ton niveau pour le faire. Et tu vas le faire et j'espère vraiment qu'on va pouvoir contribuer si besoin à ta réussite là-dessus. Et donc on a discuté, on a présenté, on a rassuré au maximum là-dessus sur l'équipement. J'y avais déjà montré avant, j'y avais dit de s'inspirer, de regarder des vidéos, de comment ça se passait, tout ça, pour qu'ils commencent à avoir quelques éléments et puis qu'ils se disent ouais, si vraiment je le fais, si je me trouve un petit peu là pendu dans mon baudrier, ça va être quoi mes sensations? Ah, j'ai vu la respiration, ouais, est-ce que je pourrais faire la respiration, mais laquelle? Ça m'apporterait quoi? Donc il avait fait ce travail-là. Et puis pour l'atelier en question, il est arrivé, il a regardé, petite bouffée de chaleur, se dire waouh, mais en fait c'est super haut et ça me fait flipper quoi. Et là il y a l'émotion qui vient. Et, tu sais si le quart d'heure de retard était aussi dû parce qu'il réfléchissait ou... Je pense pas, on n'a pas discuté du coup s'il est arrivé, puis je voulais pas focaliser sur t'es en retard, tu vois, je voulais vraiment qu'il soit t'es là, super, salut, et puis c'est bon, rentre dans le groupe, on est en train de donner les consignes, comme si t'as juste eu un retard, comme ça peut arriver à tout le monde, quoi. Je voulais pas savoir moi en tout cas je voulais pas savoir la cause. Pour le coup, là sur l'atelier, je vois qu'il commence à monter un petit peu en tension, et puis là je lui dis ok, Christopher, pour toi là tu veux passer à quel moment? Tu veux passer en premier, en 2, en 3, en 10e, t'as besoin de quoi? Tu veux plutôt regarder un petit peu, te lancer de suite, passer le dernier pour voir que vraiment tout est allé bien pour tout le monde? Qu'est-ce qui va te rassurer le plus? Pour toi, c'est quoi le bon chiffre? Et là, il me dit, moi, c'est le numéro 3. 3, ouais, 3, ça serait bien. Je dis, ouais, donc 3, ça serait bien. Ça veut dire que 3, c'est ton numéro. C'est ton numéro de passage. Et là, il me regarde, il me dit, ouais, 3, c'est bien. C'était acté.
Ouais, ça y est, je savais que dans sa tête, il avait mémorisé le chiffre 3 pour lui, ça veut dire je m'engage. Donc, bah, très bien, t'es troisième, donc commence à t'équiper. Les deux premiers s'équipent aussi. Le premier commence à amorcer la descente, et puis c'était quelqu'un qui était plutôt à l'aise, donc déjà aussi, ça donne un petit peu le temps de dire ah, il est à l'aise, puis ça se passe plutôt bien, donc potentiellement ça me rassure. Le deuxième s'engage, et puis là, il y en a d'autres qui arrivent, qui s'équipent aussi, et pendant que le deuxième commence à descendre, il y en a un qui dit bah, moi j'y vais après. Et là, je dis non, non. Tu vas pas après parce que c'est Christopher, il a le numéro 3. Et le 3, c'est son chiffre, ça lui va bien. C'est ça, Christopher, hein, numéro 3, toi. Et donc, il me regarde, et là, dans son regard, je comprends qu'il se dit merde. J'ai dit 3 et j'ai validé 3, donc Je peux pas revenir en je suis arrière. obligé d'y aller, quoi. Ouais. Et donc, il dit oui, oui, 3, c'est bien. Et donc, le numéro 2 termine. Et là, je dis, bah, allez, Christopher, tu te mets en place, à ton rythme. Tu as tous les outils, tu sais ce que tu as à faire. Si tu as besoin, tu demandes, je t'aiguille, je t'oriente, je te propose des choses et c'est bon. Tu peux, tu sais que tu peux en plus. Donc il n'y a plus qu'à maintenant te prouver que tu peux. Et pas dans le mode défi, vraiment dans le mode prends conscience de tes capacités à ce moment-là. Et donc il est passé par-dessus, on a une sorte de grille, et donc il est passé par-dessus la grille, c'était déjà une première petite épreuve, et puis après se mettre en position assise, et on est dans une sorte de cheminée au départ, puisqu'on va descendre dans un puits, et après on va vraiment être en fil d'araignée sous l'arche du viaduc. Donc il positionne ses pieds, il adosse son dos contre la paroi, et là je lui dis ok, maintenant, tu prends le mousqueton, tu places ton mousqueton, tu fais passer ta corde, très bien, voilà, tu positionnes ta main ici, tu te mets en tension sur les cordes, tu peux sentir là, la tension des cordes, etc. Et maintenant, tu sais que tu peux gérer avec ta respiration. Donc, fais ce que tu as besoin, prends conscience de ta météo. Ça veut dire un petit peu de intérieurement comment tu te sens pour gérer ton émotion et te dire, bon, ben là, pour être serein, j'ai besoin d'être dans une certaine zone. Cette zone-là, je la connais, je l'ai travaillée, et maintenant je fais les exercices de respiration qui vont m'amener là-dedans. Donc il a fait sa régulation tout seul, il a pris son temps, les yeux fermés, parce qu'il voulait pas voir l'environnement, etc. Et c'est ok, tu fais comme tu le sens, ton objectif c'est de descendre. Donc il a mis en place tout ça, et puis après, je lui ai dit, ok, maintenant t'es prêt, Christopher, pour toi c'est bon, et c'est toi qui te donne le top. Quand tu es suffisamment confiant avec toi, vas-y, tu amorces ta descente, et puis après, t'écoutes ma voix. Si tu as besoin, si tu n'as pas besoin, tu t'occupes pas de moi et tu continues à faire ce que tu as à faire. Et donc il a commencé à amorcer sa descente, les yeux fermés au départ. Et puis une fois qu'il avait passé, on va dire, le tablier, que là on se retrouve vraiment juste suspendu à la corde, je lui dis ok Christopher, je lui dis maintenant tu peux quand même ouvrir les yeux. Regarde un petit peu où tu es, regarde ce que tu es en train de faire. Ce que tu pensais ne pas pouvoir faire et regarde ce que tu es en train de faire. Et donc il a fait sa descente, il est remonté et quand il est remonté, on a débriefé un petit peu parce qu'il était vraiment dans un état vraiment particulier. À la fois, je suis conscient que j'ai fait un truc pour moi extraordinaire, de fou, mais je suis encore en train de me demander si c'est vraiment moi qui l'ai fait. Et donc on a fait là ce qu'on appelle du renforcement positif en direct, c'est-à-dire qu'ils prennent bien conscience des capacités qu'il a su développer, des outils qu'il a su utiliser aussi et qui ont été efficaces pour lui, pour que ça soit vraiment ancré et que face peut-être à encore une fois, ces situations-là de descendre en rappel pour toute autre situation qui le mettrait dans ce côté de « je pense que je suis pas capable », il sache se rappeler qu'un jour, il avait ce mode de pensée-là et qu'il a réussi à faire. Et le lendemain, il nous a débriefé tous en collectif et c'était un moment vraiment chargé pour tout le monde parce qu'on a pu voir l'effet que ça avait eu sur lui et que c'était pas juste l'effet de « j'ai fait ma descente ». C'était quelque chose qu'il avait gravé en lui et je savais pas que j'allais le revoir quelques temps plus tard pour sa remise de diplôme, c'était à peu près 6 mois après et là c'est pareil, quand on me dit mais pourquoi tu fais des formations machin, c'est parce que c'est un kiff extrême de voir ce qui peut arriver à des personnes, de comment elles se sont appropriées certains outils et ce qu'elles ont réussi à modifier dans leur vie. Et lui, 6 mois plus tard, il me dit mais tu te rends même pas compte de ça a changé ma vie en fait. Parce que j'ai plus de notion de vertige. J'ai pu visiter des appartements et trouver quelque chose qui me convenait, même avec un balcon, etc. Parce que je gère. Je vais pas te raconter que c'est toujours le truc super confortable et que je vais me mettre tout le temps au bord du précipice. Mais quand ça m'arrive et que j'ai la petite sensation de montée d'adrénaline et de peur qui peut arriver, maintenant je régule parce que je me suis aussi exposé plusieurs fois à ce type de situation et qui fait que maintenant c'est beaucoup plus cool quand je me retrouve face à des environnements de ce type-là. Ouais, c'est une belle histoire, c'est magnifique. Ouais, c'est pas du tout des histoires d'hypnose ou de choses comme ça, on est vraiment sur des techniques de régulation autonome.
Tout simple, très, très pragmatique. C'est peut-être une phrase que je vais me dire, mais qui, moi, est vraiment percutante, ou un mode de pensée que j'ai, une musique qui va aussi bien déclencher chez moi le fait d'avoir envie de bouger, de m'activer, de prendre le problème à bras-le-corps, ou alors une musique qui va complètement me relâcher, diminuer la colère que je peux ressentir pour que je redevienne à nouveau lucide, que je pose les choses, le pour, le contre, et de ne pas être réactif. Être actif, oui, mais réactif, c'est quand c'est que l'émotion qui me dirige, et ça, en général, c'est pas très bon en termes de solution. C'est sûr. Après, ça reste des techniques qu'il faut qu'on applique et où on est soi-même responsable en fait de le faire et de se mettre en action. Alors, on est responsable de le faire, mais on est surtout plus encore responsable de les appliquer, parce que le faire, on va dire, ah, mais il faut du temps, il faut s'entraîner. À la limite, cherche même pas à avoir du temps pour t'entraîner, parce que la vie va te proposer des entraînements. Il faut juste qu'à ce moment-là, tu perçoives que tu es dans un état émotionnel particulier et que tu l'avais pas prévu, et que ça déclenche en toi des sensations plutôt très euphorisantes, ou au contraire plutôt très difficiles. Et ben là, c'est un terrain de jeu pour toi. Tu as des outils, c'est le moment de les expérimenter, parce que tu sais qu'elles peuvent t'amener quelque chose de vraiment sympa. Ça sera un entraînement forcé. Mais il est là, donc profites-en, parce que de toute façon, il faut que tu trouves une solution et que tu puisses, toi, faire que cette situation-là t'impacte le moins possible. Comme j'aime bien dire, c'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. Exact. Tu évoquais aussi que ces techniques t'avaient même permis de pas t'évanouir lors d'un vol en Alpha Jet. Ouais, j'ai eu l'opportunité, pareil, dans les formations, on avait de temps en temps des pilotes de chasse, notamment, qui apprennent les techniques, justement, pour encore mieux gérer tout ce qu'ils savent déjà bien faire, mais toujours pareil, aller chercher l'optimisation de tout ce qu'on peut mettre en œuvre sur différentes situations. Et il nous avait invités à ce que ce soit lui qui nous prépare avec une des techniques qu'on lui avait apprises, mais qu'il avait contextualisé dans le mode préparation à un vol. Il a dit, c'est vous les experts de la méthode, etc. Donc j'aimerais bien que vous viviez la séance que j'ai prévue pour le lendemain voler. Donc là, c'était sur les Alpha Jet, c'est les avions de la patrouille de France. Et pour que vous voyez un petit peu si ça a été efficace, à quel niveau, par rapport aux appréhensions, puisque vous n'avez jamais volé là-dessus. Va y avoir quelques contraintes, des contraintes physiques, parce qu'on va prendre des jets lors de ce vol-là, et comme ça faire un feedback ça m'a bien servi, j'ai pu utiliser ou pas. Et donc on s'est tous préparés la veille à ce vol du lendemain, et puis le lendemain on est parti chacun avec un pilote sur un Alpha Jet, donc on est à 2 dans l'avion, et chacun sur des vols différents, sur des missions différentes en entraînement. Et pour le coup, on est donc tout équipé, casque, une combinaison anti-G pour diminuer un petit peu la pression qu'on peut avoir. Et on nous avait aussi donné comme petite astuce qu'ils utilisent, le fait comme on va prendre des G, il y a tout le retour veineux et tout ça qui est problématique. Et pour faciliter un petit peu ça et que le cardio la pompe cardiaque soit bien alimentée, bien activée, etc. On nous avait dit, vous verrez quand ça commence à être dans le dur et que vous prenez des G, il faut contracter les muscles, notamment les membres inférieurs. Vous contractez fortement les muscles pour que ça vienne comprimer et vous vous mettez en blocage respiratoire de façon à ce qu'il y ait une bonne irrigation qui se fasse, etc. Parce que si vous prenez trop de G, de toute façon, vous allez avoir votre champ visuel qui va rétrécir, et puis vous allez perdre la couleur, et puis après, vous allez vous éteindre. Et vous éteindre, c'est vous évanouissez, et vous allez reprendre connaissance quelques temps plus tard, mais pour éviter ça, voilà ce qu'on peut faire. Et en plus, vous connaissez, vous, les respirations que vous enseignez, et donc voilà ce que vous pouvez mettre en œuvre. Et donc j'ai pu faire le vol, qui s'est plutôt très bien passé. C'était sur la base aérienne de Cazaux, c'était l'été, il faisait très chaud sur le tarmac, très chaud dans l'habitacle. Et là, la pression de fatigue, ça a été quelque chose que j'ai vraiment pu toucher. Je me dis, je vois pas comment les pilotes ils font pour tenir. Nous, on a volé 1 heure, ils font des 6, 7 heures, 8 heures de vol avec beaucoup plus de gestes qu'on a fait, et puis une mission avec des enjeux qui sont différents de nous. On fait une balade en avion. Donc un état de fatigue énorme à gérer pendant le vol pour lutter, pour pas s'endormir, et surtout après le vol pour la récupération. Donc là, pu mettre en place des techniques de récupération. Mais la petite particularité moi que j'ai eu pendant le vol,
Donc j'ai bien utilisé tout ce qu'il m'avait conseillé et qui a bien marché, qui a d'autant plus bien marché que sur ma combinaison anti-G, lorsque je l'ai ramené au responsable voilà, des équipements, alors la combinaison était trempée. Hein, je crois que j'ai perdu 3 litres d'eau dans l'avion. Et je lui donne la combinaison, il me regarde, il me dit mais vous avez volé avec ça? Je lui dis ben oui, c'est ce que vous m'avez donné, je me suis équipé avec ce qu'on m'a donné. Il me dit et ça a été? Je lui dis bah oui, le vol s'est bien passé. Après, je n'ai pas trouvé particulièrement que la combinaison anti-G m'avait... Enfin, j'avais senti quelque chose de particulier, donc voilà. Mais tu t'étais pas évanoui? Non, pas évanoui. J'avais eu le petit voile qui était arrivé, donc j'avais régulé avec ma respiration pour vraiment contrer ces effets-là, et qui fait que j'avais retrouvé déjà la couleur. Donc ça, j'étais plutôt assez content là-dessus. Mais il me dit, mais non, parce qu'en fait, là, la combinaison anti-G, faut savoir que c'est un câble, et on vient se brancher dans le cockpit à l'avion pour envoyer justement l'air qui va comprimer les muscles et tout ça. Et en fait, il me dit, quand ils vous ont connecté, parce qu'on n'est pas autonome sur la mise en place, ils n'ont pas retiré l'opercule. Donc en fait, il n'y a jamais eu de flux qui est passé et votre combinaison, elle n'a jamais fonctionné. Je dis, ah, c'est pour ça en fait que j'ai rien ressenti de particulier. Il dit, bon, bah voilà, donc vous savez que vous avez pris le petit jet supplémentaire que si vous aviez eu l'utilisation de la combinaison de manière efficace. Donc voilà, c'était la petite anecdote que j'avais eue sur le vol là, mais c'était vraiment une expérience géniale et de voir que finalement le pilote nous avait aussi très bien préparé avec une des techniques qu'on lui avait enseignées. Ah, comme quoi c'est efficace. Et on parlait des formations, pour y revenir, la formation de base, elle dure combien de temps? Alors il y a plusieurs types de formations, parce que certains, on va faire on va dire une journée sur les fondamentaux pour voir vraiment le basique, où on va parler de la météo, on va parler de la respiration, on va parler du sommeil, parce que ça c'est vraiment les thématiques qui sont abordées par tout le monde et où il y a déjà plein de petites choses à mettre en place avec quelques techniques de relaxation qui vont grandement pouvoir améliorer déjà le quotidien. Donc, et pour certains, ils peuvent juste faire cette journée-là, c'est déjà pas mal. Ça permet aussi de toucher un petit peu du doigt si cette méthode-là nous parle, si on pense qu'il y a moyen d'aller un petit peu plus loin. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent venir compléter cette journée-là avec 2 autres jours de formation. Et ces 3 jours-là vont constituer ce qu'on appelle la formation initiale, qui est une formation pour soi, où là on va aborder donc la thématique respiration sommeil vue sur le jour 1, mais il va y avoir aussi tout ce qui est lié au stress, à la préparation mentale sur des objectifs. Et sur le dernier jour, on va voir plutôt ce qui est sur de la dynamisation et les axes motivationnels, comment on fait pour trouver un petit peu plus d'énergie lorsque il faut s'engager, il faut aller dans la recherche de la réussite de l'objectif qu'on s'est fixé. Et donc ça constitue voilà, cette boîte à outils qui est personnelle, où on a pu pratiquer tous les outils, on a pu se faire une idée un petit peu plus précise, découvrir aussi un petit peu mieux notre fonctionnement et de se dire maintenant j'ai un petit peu tout ce qu'il faut dans mon sac pour déjà me gérer à moi. Et pour ceux qui veulent pousser un petit peu plus parce qu'ils veulent et plus d'outils et ils se disent j'aimerais en tant que parent, en tant que manager, dirigeant, coach, capitaine d'équipe, de dire moi je m'occupe de gens, de dire j'aimerais aussi pouvoir dispenser ça auprès de mes collègues, leur apporter ces outils, manager peut-être aussi différemment, gérer les relations que je peux avoir avec les différentes personnes, professionnellement mais aussi personnellement, familialement. Et du coup, là, on va sur une formation de praticien qui dure 15 jours. Alors 15 jours, oui, mais sur 6 à 8 mois. Parce qu'en fait, ça va être des modules de 3 jours où à chaque fois, on va amener une expérience et des outils. On va faire pour travailler les personnes pour que dans leur quotidien, elles commencent à les mettre en œuvre, pour avoir le feedback sur le module suivant et toujours travailler par expérimentation, de dire j'ai mis ça dans mon contexte, ça me parle, ça marche bien, ça je me vois le dispenser, j'ai fait ça avec mon gamin de 5 ans ou avec ma conjointe qui était en reconversion professionnelle et ça l'a soulagée parce qu'on a pu travailler vraiment sur son objectif, ce qu'elle avait envie, comment elle voyait les choses et puis renforcer sa confiance en elle, etc. Et puis c'est marrant parce que de temps en temps quand c'est moi qui ai en pression alors que c'est moi qui ai fait la formation, c'est ma femme qui va me dire mais attends, tu sais, tu m'as fait faire la dernière fois et ah oui c'est vrai, j'ai tout ce qu'il faut en fait parce que je connais les outils et c'est intéressant comment tout le monde vient très vite s'accaparer ces outils là et à la fin de cette formation on a vraiment un bagage technique important, mais le bagage technique c'est
pas le plus complexe, on va dire, c'est des protocoles, voilà, donc on apprend, mais c'est surtout un bagage en tant que savoir-faire et en relationnel à soi et aux autres, où là on a quand même changé de dimension. Ouais, moi ça je peux que confirmer dans le sens que toute l'équipe qu'on était lors de cette formation, ça a été une incroyable aventure, hein. On a partagé des moments incroyables. D'ailleurs, je salue toute l'équipe des praticiens top de la volée. Et c'est vrai que en termes de relationnel, déjà d'une part, c'est très fort, très vite. Dès le premier module, hein, on sent qu'on est dans une certaine atmosphère de gens qui ont à cœur d'aller chercher l'amélioration de ses compétences personnelles et de gestion du stress. Et puis c'est vrai que les outils très rapidement nous permettent justement de se réguler dans des situations qui sont compliquées. Donc ça, je confirme effectivement que ça apporte beaucoup. Puis aussi pour des managers, ça apporte aussi une certaine dimension puisqu'on sait qu'un personnel qui sait se réguler et qui sait réguler aussi ses interactions avec les autres va être plus efficace, plus motivé dans son travail. C'est ça. Et pour nous, sur le côté formation, comme tu dis, on voit aussi que les gens qui viennent là, ils viennent chercher des outils, ils viennent se former au début pour eux au service des autres, mais on voit que dans la promotion, en fait, il se passe quelque chose, il y a des liens très particuliers qui se tissent. Après, on n'est pas forcément en affinité avec tout le monde, tout le temps, etc. Mais on voit que quand on a envie de communiquer, quand on a envie d'avoir des relations qu'on appelle écologiques, c'est-à-dire qui sont bonnes pour tout le monde, en fait, sans imposer des avis ou des visions des choses, qu'on peut évoluer dans des environnements qui des fois sont complexes, qui demandent beaucoup d'engagement, de travail sous forte contrainte émotionnelle, et qu'au final on peut faire pour que les choses se passent bien quand même. En tout cas pour le vécu personnel. Après, le résultat, c'est autre chose, ça dépend souvent de beaucoup d'autres facteurs. On peut pas réussir tout ce qu'on entreprend, mais on peut réussir de se sentir mieux dans ce qu'on entreprend. Et ça, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est sûr. Si tu pouvais donner un conseil, ou si tu voulais donner un conseil à des personnes qui connaissent pas les tops, ce qu'ils pourraient appliquer aujourd'hui, immédiatement, ça serait lequel? Le conseil, ça serait soyez curieux de ce qui se passe en vous, parce que c'est la première chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est à partir du moment où on va réussir à sentir si on dysfonctionne, les choses qu'on aime bien, qu'on prend vraiment du plaisir dans quelque chose et savoir pourquoi on prend du plaisir. Donc c'est reconnaître toutes ces choses-là, les choses qui nous dérangent aussi. Ça va nous donner la capacité à détecter les leviers sur lesquels on va pouvoir peut-être jouer. Aussi, laisser tomber les leviers sur lesquels on va comprendre que ceux-ci, on ne peut pas les bouger, ils ne dépendent pas de nous, et on ne va pas perdre d'énergie là-dessus. Et on va venir voir qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau, ma petite personne, peut-être dans un grand service ou une grande institution, de dire je vais déjà commencer par moi, parce qu'il y a des outils tout simples, on m'en a parlé, j'ai vu quelques vidéos, et si j'ai envie, je vais pousser la porte pour aller peut-être contacter ou voir un praticien qui m'en donne un petit peu plus, qui me coach sur quelque chose de précis, voire même aller me former. Je risque quoi? Que je m'améliore? Donc c'est pas très grave. Non, c'est un risque à prendre. Et merci André. Comment on peut te contacter? Tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un moyen de... Oui, sur les réseaux sociaux, sur Link ou sur YouTube aussi. Il y a la chaîne Optimiser mon potentiel où on peut retrouver des petites vidéos justement de mise en situation des outils, mais de la vie du quotidien. Et puis après, sur le site internet, pareil, optimiser mon potentiel, voilà, pour se renseigner et puis de voir si les choses parlent aux gens et s'ils se disent, tiens, pourquoi pas, que ce soit cette méthode-là ou toute autre méthode. Le but, c'est de s'améliorer, chercher à progresser et puis de voir que la vie peut quand même être sympa, même quand on est dans des contextes où on pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va bien. Super, merci André. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin aussi de me contacter via la chaîne. Je peux soit transmettre à André, soit déjà répondre à certaines de vos questions. De l'accompagnement est aussi possible. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, merci André. C'est vraiment du fond du cœur que j'apprécie le temps que tu m'as consacré. Et puis, je te dis à bientôt. Avec plaisir, Cédric. Merci. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. N'hésite pas à mettre un pouce bleu pour la liker, à la partager avec des gens qui sont intéressés par la thématique. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Un grand merci. Et puis d'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi et n'oublie pas, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. À très bientôt. Ciao!